Bonjour et bienvenue dans Apprentissage et pratique éclairée, le podcast où la recherche en sciences cognitives rencontre le terrain. Je m'appelle Alice Latimier et je suis docteure en psychologie cognitive, spécialiste de l'optimisation de l'apprentissage. Depuis 10 ans, j'explore comment les recherches des sciences cognitives peuvent aider à concevoir des dispositifs et des expériences d'apprentissage plus efficaces, plus engageants et surtout plus utiles. Cela fait largement consensus que de bonnes conditions d'apprentissage sont essentielles car elles permettent à la fois la réussite individuelle des apprenants et des apprenantes, mais favorisent aussi le progrès global de la société. Et si l'apprentissage est efficace, cela permet non seulement de développer des compétences, mais aussi de favoriser l'innovation, de renforcer la coopération entre les individus d'une société et plus largement de mieux s'adapter aux transformations rapides qui nous attendent. Au sein de l'agence Cogix, nous ouvrons les portes des laboratoires pour transformer les données de la recherche en sciences cognitives en véritables leviers d'action concrets pour les professionnels de l'apprentissage et de la formation. Ce podcast se veut un espace d'exploration, de débat, de discussion autour des enjeux du mieux transmettre et du mieux apprendre en continu. Le podcast s'organise autour de 3 formats. Le premier, c'est le format éclairage du labo. Ce sont des discussions guidées sur un format d'environ 20-25 minutes pour explorer plusieurs notions ou résultats de la recherche en sciences cognitives. Le second format, je l'ai appelé éclairage du terrain. Également sur un format de 20 à 25 minutes, il permet de faire émerger les réalités, les contraintes, mais aussi les leviers des pratiques professionnelles. Et puis enfin, le dernier format, qui s'appelle éclairage croisé, qui combine des échanges plus longs d'environ 40 minutes, réunissant au moins 2 intervenants ou intervenantes au profil complémentaire autour d'un enjeu clé qui fait débat en lien avec la pédagogie et la formation. Vous l'aurez compris, apprentissage et pratique éclairée, c'est donc un espace de dialogue pour mieux comprendre comment nous apprenons et pour contribuer collectivement à construire des pratiques pédagogiques plus éclairées. Pour ce tout premier épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec 3 professionnels au regard très complémentaires, issus à la fois du terrain et de la recherche. Elles vont se présenter juste après. L'idée de ce tout premier épisode, c'est de questionner assez largement l'usage de l'intelligence artificielle à visée pédagogique, à la fois son utilisation par des élèves, des enseignants, et questionner le recul que l'on a aujourd'hui sur ses effets, son impact. J'ai donc eu le plaisir d'échanger avec Adeline André. Donc, je suis IAIPR, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en sciences de la vie et de la terre. Je suis inspectrice depuis 9 ans. Je suis actuellement dans l'académie de Paris. Et alors, dans mes missions, j'ai une grosse partie de mes missions qui concerne les professeurs de SVT, bien sûr. Et puis, j'ai une mission transversale académique sur les sciences cognitives des apprentissages, avec un groupe de formateurs dédié, donc on appelle le groupe des formateurs éducation et sciences cognitives. J'accompagne ces formateurs, je les forme, je continue à apprendre avec eux à leur côté, et puis je les accompagne dans le fait de décliner sur le terrain des actions de formation, plutôt de la formation continue, pour des entrants dans le métier ou des professeurs qui enseignent depuis plus longtemps. Et puis je pilote un groupe sur IA en éducation, donc un groupe plutôt d'inspecteurs. Je participe à des groupes de travail du conseil scientifique et ça pour moi c'est très important parce que ça me permet d'être en lien avec des chercheurs. Et justement dans nos missions, je nous considère comme des passeurs entre le travail réalisé par la recherche et les apports dont on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont suffisamment fiables et robustes pour pouvoir être transposés dans les classes. Et ensuite, on va penser des outils et des stratégies pour transposer les principes dans les classes. Clémence Laubu. Je suis Clémence Laubu, effectivement, docteur en économie, et j'ai rejoint le DUPAL Europe il y a 2 ans. Avant ça, j'ai travaillé à la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale. Et en parallèle de ce travail, j'ai réalisé ma thèse à Sciences Po Paris sur les questions notamment du numérique éducatif, mais aussi des pratiques enseignantes, de la mesure de l'impact de ces dispositifs éducatifs, notamment sur les apprentissages des élèves, mais aussi c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer sûrement. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder
tout un ensemble d'effets, pas uniquement sur les apprentissages disciplinaires, mais aussi éventuellement sur d'autres aspects, les compétences psychosociales, la motivation des élèves, le bien-être. Et enfin, Séverine Herel. Je suis professeure en psychologie du numérique à l'université Rennes 2. Je travaille sur les traitements affectifs, cognitifs et motivationnels intervenant dans les environnements numériques. Et concrètement, j'ai travaillé plus spécifiquement ces dernières années sur les systèmes d'apprentissage vidéoludique, comme par exemple les jeux sérieux. J'ai aussi travaillé pas mal ces derniers temps sur la question des réseaux sociaux et de la santé mentale, et à savoir en fait comment ces derniers peuvent être en fait des vecteurs de difficultés en termes de santé mentale, donc symptômes de dépression, anxiété, etc. Je suis aussi membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Nous avons discuté du soutien que l'on peut apporter aux professionnels pour une utilisation réfléchie de l'intelligence artificielle, pertinente et éclairée. Autrement dit, une utilisation qui s'appuie sur ce que l'on sait déjà des piliers de l'apprentissage efficace en sciences cognitives et qui peut justement venir les renforcer lorsque les usages sont bien pensés. Ces 3 personnes ont aussi partagé de manière très libre leurs questionnements, leurs points de vigilance et aussi leur enthousiasme vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle à visée pédagogique. Je vous laisse maintenant découvrir, sans plus attendre, le fruit de ces échanges passionnants. Moi, je vais uniquement peut-être parler de mon angle psycho-cognitive, psycho du numérique, puisque après, sur la question de l'intelligence artificielle, il y a plein d'autres enjeux qui peuvent intervenir, la transparence des algorithmes, la question de la gouvernance, la question des inégalités sociales, la question de la gestion des données, enfin voilà. Sur la question de l'apprentissage, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est, je pense, face à un outil qui, de toute manière, est déjà installé dans les pratiques des élèves. Et il va falloir, en fait, maintenant préparer les enseignants à ça. Et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu autour de ça. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on utilise correctement cet outil? Il y a déjà des tests qui sont lancés et moi, j'aimerais aussi trouver un financement pour ça. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour, par exemple, de la question de l'étayage. Donc, c'est soutenir en fait les apprenants parce qu'on voit que malheureusement, les jeunes, s'ils utilisent énormément l'intelligence artificielle, en particulier les collégiens, les lycéens, les étudiants, les vieux étudiants, j'ai testé, ou alors ils sont pas très honnêtes, mais pour l'instant, ils ne disent pas forcément l'utiliser de manière très systématique. Par contre, les plus jeunes qui arrivent, donc les 18 ans, je pense qu'ils y sont un petit peu plus. Donc l'idée, c'est, dans ce contexte, on sait que malheureusement, ils les utilisent. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte qu'ils les utilisent correctement. Il y a un blogueur qui s'appelle Ethan Mollick, que moi j'aime bien lire. C'est mon collègue Gilles Gène qui m'a mis un petit peu sur ce blog. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que en fait, il essaye de comprendre un peu si, grosso modo, l'utilisation de l'intelligence artificielle va conduire à rendre les gens plus idiots ou moins compétents ou à moins développer en tout cas leurs capacités. Donc cette idée, elle était fondée sur une étude du MIT qui avait montré que quand les individus, alors il faut que je me souvienne de cette étude, mais ils avaient demandé aux individus d'écrire des textes et ensuite ils leur avaient demandé quelque temps plus tard, donc certains avaient l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres pas, et quelque temps plus tard on leur a demandé de réécrire des textes et sur le même thème, et ils ont remarqué que ceux qui avaient utilisé l'intelligence artificielle, ils donnaient des textes moins bons, moins construits que ceux qu'ils n'avaient pas utilisés. Et donc ça nous ramène un peu à l'idée qu'il y a probablement une bonne et une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des raccourcis, pour qu'elle fasse à notre place, et malheureusement, l'humain est un gros feignant. Donc, s'il y a possibilité de faire un raccourci, il va le faire, et malheureusement, c'est ce qu'il fait, en fait, malheureusement, aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une manière d'utiliser l'intelligence artificielle de manière un peu plus constructive, et on voit beaucoup d'études, notamment à Harvard ou à Stanford, qui essayent en fait de voir comment prompter correctement une IA peut servir à soutenir des processus cognitifs d'apprentissage, donc c'est-à-dire faire de l'étayage en fait cognitif. Et on voit que quand, alors c'est quelques études, donc c'est Ethan Mollick qui les relate,
disent que grosso modo, quand les individus utilisent l'intelligence artificielle avec des prompts qui sont vraiment à vocation pédagogique, donc c'est pas un prompt qui va dire fais à ma place le problème, c'est plus des prompts qui va dire décompose-moi le problème, mets-moi le truc par étapes, etc. Donc c'est des prompts un peu plus complexes. En fait, on peut amener les individus à avoir à acquérir plus de compétences, à être plus performants au test derrière que les individus qui ne les auront pas utilisés. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que déjà, et c'est ce qui se profile un peu plus dans le milieu anglo-saxon, on commence à se dire, en gros, il va falloir peut-être arrêter de dire que les intelligences artificielles abîment nos cerveaux. C'est juste que les intelligences artificielles nous permettent de faire plus facilement des tâches que du coup, on ne va plus réaliser. Et donc des compétences, si on ne les fait plus, que l'on ne va plus développer. Donc l'idée, c'est d'amener les apprenants à se refocaliser réellement sur le développement des compétences et que l'intelligence artificielle ne devienne pas une sorte de raccourci pour faire à la place d'eux, mais devienne vraiment un assistant pour se construire en fait des connaissances. Et justement, Clémence Laubu, elle aussi, questionne la place de l'intelligence artificielle dans le processus d'apprentissage. Aujourd'hui, bien sûr, la frontière, elle porte notamment sur l'intelligence artificielle et savoir est-ce que c'est un outil qui peut permettre aux élèves d'apprendre mieux, d'apprendre plus efficacement. Comment est-ce qu'on fait sur ce temps fini pour faire en sorte que les élèves apprennent? En conclusion, sur ce fameux temps limité pour apprendre en dehors du temps de classe, il semblerait que les élèves souhaitent rester maîtres de leur processus d'apprentissage, qui est en fait un processus bien plus complexe qu'il n'y paraît, et qui dépend de nombreux facteurs, comme le rappelle Séverine. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a des représentations mentales, que les boucles stimuli-réponse, en fait, c'est pas suffisant pour mettre de l'apprentissage, qu'il y a quelque chose aussi d'un peu plus dynamique et surtout que l'on peut apprendre avec d'autres personnes. L'apprentissage, il peut être aussi dans un contexte social. C'est pas simplement de la rétroaction avec des feedbacks, réponse, une conséquence, un renforcement. C'est aussi en fait des agents qui apprennent les uns des autres en collaboration, qui peuvent modifier éventuellement leur manière d'apprendre, donc modifier peut-être les règles du système, et qui peuvent s'adapter et s'auto-corriger aussi. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Si je récapitule, l'intelligence artificielle devrait donc pleinement s'intégrer dans le processus d'apprentissage à condition d'y laisser le contrôle à l'apprenant qui, lui, doit développer un certain nombre de compétences, notamment, comme le précise Séverine Erel, ce qu'on appelle l'apprentissage autorégulé, c'est-à-dire la capacité à se formuler des objectifs précis d'apprentissage, face à ces objectifs, y mettre un plan d'action, des activités, des tâches précises, puis d'évaluer les résultats au regard des objectifs fixés au tout départ, voir s'ils sont atteints. Adeline André insiste également beaucoup là-dessus. L'IA ne peut pas se substituer à ce processus essentiel. Les élèves, ils ont aussi pas que les élèves, mais il y a des versions sur les téléphones ou même sur les ordinateurs où en fait le prompt, la requête, on va pas l'écrire, on va la dire à haute voix. Et ça, pour les élèves, c'est vraiment très efficace. Donc l'élève va dire là j'ai un problème. Je prends un exemple sur parce que moi-même j'ai été en difficulté dans un groupe de devoirs avec des élèves qui m'interrogeaient sur cette question, je n'avais pas la réponse. C'était la différence entre les alliés et la triple alliance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils me disaient oui, parce que quand même alliés, alliance, c'est les mêmes mots, mais est-ce que c'était les mêmes pays? Je ne sais pas. Mais écoutez, on va aller chercher la réponse. Ouais, exactement. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'on voit bien ce côté feedback immédiat. Je réfléchis, je me pose des questions. L'élève, il va formuler sa question à l'IA et la formuler à l'oral, et l'IA va lui proposer une réponse. Feedback immédiat et adapté à sa question. Parce que quand on va chercher sur des sites internet des informations, il faut quand même faire le tri. Et se dire, ok, ma question c'était les alliés, l'alliance. Alors je vais chercher une information sur les alliés, sur l'alliance, et il faut reconstruire le raisonnement. Alors que là, l'IA, elle dit, des compétences. Et c'est des compétences élevées. C'est des compétences élevées. Et donc là, les élèves, ils ont exactement les réponses, où ils peuvent formuler. Alors j'ai cru comprendre dans le cours telle chose, et moi ça me fait penser à. Qu'est-ce que t'en penses? Et l'IA, fait le feedback immédiat. Donc en termes d'apprentissage, encore une fois, vraiment, c'est un potentiel vraiment très puissant. Face à ces constats et éclairages de la recherche,
Comment passer à la pratique en se posant les bonnes questions et en envisageant l'IA comme un tuteur, un assistant véritablement au service de l'apprentissage. Adeline nous donne l'exemple du guide pratique sur l'intelligence artificielle et les devoirs à la maison, produit par le groupe de travail Intelligence artificielle et éducation de l'Académie de Paris. Ce guide, il est issu d'un travail d'un groupe de réflexion d'inspecteurs du second degré. Donc, j'avais commencé un groupe de travail quand j'étais dans l'Académie de Créteil et que du coup, j'ai poursuivi que j'ai proposé à nouveau l'année dernière dans l'Académie de Paris. Donc, c'est des inspecteurs du second degré de toutes les disciplines. Et l'objectif de ce groupe de travail, c'est de réfléchir à l'IA en éducation, donc vraiment de manière large, et puis à réfléchir aussi à l'utilisation de l'IA dans nos missions de cadre. Bon, ça, c'est une autre question. Et sur les apprentissages, il y a 2 volets pour moi. Il y a vraiment l'IA pour aider l'enseignant et l'IA pour aider l'élève à apprendre. Alors l'IA pour aider les enseignants, on a des groupes de travail numérique dans toutes les académies, qui sont des groupes disciplinaires qui produisent des ressources et qui s'engagent sur cette question. Et puis sur l'IA pour les apprentissages, peut-être que ça, c'était une façon de voir les choses un peu différente. Un peu plus nouvelle, ou en tout cas, on a moins accès à des choses et comme en fait, il se trouve que moi, j'ai commencé à utiliser les IA génératives, en particulier ChatGPT, en novembre 2022, vraiment au moment où ça... Où tout le monde le faisait, quoi. Voilà, où c'est arrivé, parce que, exactement, pour tester, c'est vrai que c'était... Franchement, les premières phases, c'était quand même impressionnant. Ouais, et puis, oui, il y avait quelque chose de très ludique, quoi. Ouais, tout à fait. Dans ces essais, et assez rapidement, en fait, j'ai accompagné dans les différents établissements où j'intervenais, en tant que référente ou pas, des petits groupes d'élèves qui travaillaient. Et moi, je disais, on va interroger l'IA, on va essayer. Et en fait, c'est vrai que j'ai été assez bluffée par les réponses que ça pouvait proposer. Et de plus en plus, au cours du temps, avec l'amélioration quand même des modèles, entre le modèle... les modèles... 2022 et même maintenant. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT, mais entre la version 5.1 qu'on a en ce moment et puis le 3.5 qu'on avait au début, il y a quand même beaucoup d'évolution. Et de là est née l'idée que, en fait, cet outil pouvait être un tuteur personnalisé pour chaque élève dans son travail hors la classe, et pouvait permettre à chaque élève d'avoir une aide lorsqu'il est face à une difficulté. Actuellement, les élèves, lorsqu'ils font leurs devoirs à la maison, ils rencontrent des difficultés et on se retrouve dans des situations très inégalitaires, avec des élèves qui ont accès à des ressources. Ça peut être leurs parents, ça peut être des amis, des frères et sœurs, ça peut être des associations, ou bien ça peut être pas grand-chose. Et lorsqu'on est face à une difficulté dans une tâche et qu'on n'a pas de ressources ou qu'on n'a pas idée de ressources qu'on pourrait mobiliser, eh bien, on se démobilise. Et donc, on ne fait pas les devoirs et on est en difficulté après et on se dit, l'école, c'est pas pour moi, je vois bien que quand je suis face à mon cahier, je ne sais pas quoi faire. Et donc, il y a une source vraiment d'inégalité très forte. Et pour moi, l'enjeu, c'est comment est-ce que ces outils d'IA très accessibles, puisque les élèves peuvent les avoir sur leur smartphone avec des versions gratuites, à tout moment, exactement, qui sait répondre à à beaucoup de... qui sait répondre à vraiment beaucoup de questions. Eh bien, comment est-ce qu'on peut s'emparer de ça, de cette possibilité, pour en faire un véritable levier au service de la démocratisation du tutorat pour tous, au service des apprentissages. Donc c'était vraiment ça le point de départ. La problématique, en tout cas, exactement. Détourner détourner, je sais pas, mais en tout cas... penser un usage pour lequel il n'a pas été pensé. Oui, alors ça, c'est de plus en plus, de plus en plus, ils l'utilisent comme ça. Ouais. Et du coup, l'enjeu qui est derrière, en fait, c'est que l'élève apprenne à l'utiliser correctement. On reparlait des outils tout à l'heure, et l'IA, c'est un exemple typique. C'est un outil qui peut faire les devoirs à la place de l'élève. Et dans ces cas-là, c'est contre-productif pour l'élève parce qu'il passe à côté d'une opportunité d'apprentissage. Mais ce même outil, utilisé correctement, peut permettre à l'élève d'accéder à ces apprentissages et donc là, d'avoir un bénéfice très fort. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une utilisation qui a une valeur négative à une utilisation qui a une valeur positive ? C'est en formant l'élève
à utiliser cet outil correctement. Et en ayant une réflexion plus globale au niveau des établissements scolaires sur comment est-ce qu'on peut aider les élèves aussi au sein des établissements pour utiliser ces outils. Donc dans le document que tu citais tout à l'heure, en fait, il y a 2 parties. Il s'appelle « Encadrer l'utilisation de l'IA dans les devoirs à la maison ». Exactement. Et donc dans la première partie, c'est plutôt une proposition pour les collègues de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les élèves. Alors par exemple, il y a former les élèves ou apprendre à apprendre. Et on verra dans la deuxième partie, je détaillerai un peu. Il y a bien sûr former à qu'est-ce qu'une IA, parce qu'il faut quand même être conscient de ce qu'est cet outil, comment il produit ses réponses, et donc pourquoi est-ce qu'il faut avoir des points de vigilance, parce que tout n'est pas vrai, puisque c'est une probabilité dans les successions de mots, et donc il faut avoir beaucoup de vigilance. Mais par exemple, on peut imaginer que les professeurs fournissent aux élèves les cours sous forme PDF. Et l'élève va pouvoir donner ce PDF à une IA, donc soit à une IA générative, soit à une IA qui a la particularité de travailler uniquement en corpus sécurisé, donc typiquement Notebook LM, mais il en existe d'autres. Et quand l'élève va interroger en disant, par exemple, pose-moi 10 questions pour vérifier que j'ai compris les notions essentielles, pose-moi 10 questions pour vérifier que j'ai mémorisé les notions essentielles, voilà, ce support va pouvoir être utilisé. Et donc pour l'élève et même pour l'enseignant, c'est plus sécurisant que de faire cette activité avec une IA générative plus ouverte qui va pouvoir interroger des sources avec des fiabilités variables. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis, on propose également de développer un code associé aux devoirs à la maison, donc un code IA qui va de 1 à 3. Donc, actuellement, dans l'éducation, on a ce qu'on appelle le cadre d'usage de l'intelligence artificielle en éducation qui a été publié en juin 2025, dans lequel il est indiqué que si un élève utilise de manière autonome une IA pour un devoir à la maison sans avoir eu l'autorisation explicite de l'enseignant, cela est considéré comme une fraude. Donc c'est très fort. T'es sanctionné pour ça, quoi. Si c'est détecté, mais en même temps, c'est détecté, là. Voilà, mais en même temps, on sait très bien que détecter l'utilisation d'une IA, c'est très compliqué parce que même les détecteurs sont très peu fiables. Bon, donc on peut. Voilà, et c'est très bien ce cadre d'usage, il est vraiment pour nous très sécurisant, il nous autorise à faire beaucoup de choses, il nous rappelle le cadre dans lequel on le fait, donc c'est vraiment un document très intéressant, nécessaire. Après, au sein d'un établissement, on peut, grâce à la charte numérique de l'établissement, renverser un peu les choses et se dire, nous, ici, au sein de l'établissement, on va peut-être proposer les choses de manière inversée. On va dire, niveau 1, on autorise les élèves à utiliser les IA. De fait, ils les utilisent et donc très bien. Et niveau 1, c'est vous faites comme vous voulez, vous les utilisez ou pas et vous le faites de manière indépendante, on ne vous demande pas de rendre compte. Devoir niveau 2, on vous demande d'utiliser une IA pour faire ce travail. Et là, on vous demande de rendre compte des prompts que vous avez utilisés, donc de type de requête, de la manière dont vous avez formulé. De pouvoir copier-coller les prompts faits. Exactement. Et puis, de rendre compte des réponses de l'IA et d'avoir un peu une analyse sur qu'est-ce que vous avez fait de cette réponse. Quel degré de fiabilité, quel degré de confiance, qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce que vous n'avez pas gardé. Esprit critique, quoi. De métacognition. Les sorties, quoi. Ouais, exactement. Esprit critique et métacognition. Donc ça, c'est les devoirs de type 2, où on va s'intéresser finalement à un processus permettant d'aboutir à quelque chose. Et puis le niveau 3 qu'on propose, c'est cette fois un devoir, où de manière explicite, on demande à ce que l'IA ne soit pas utilisée. Et ça va nécessiter 2 choses. La première chose, c'est d'expliciter le pourquoi. Pourquoi est-ce que là, on demande à ce que l'IA ne soit pas utilisée ? Donc quel est le bénéfice qu'on cherche en termes d'apprentissage ? Et puis, ça va nécessiter aussi de proposer aux élèves une tâche qui soit accessible, donc qui ait l'étayage nécessaire pour que la tâche puisse être réussie en autonomie. Encore une fois, si on propose une tâche trop difficile et que des élèves rencontrent des obstacles, bien finalement qu'ils se tournent vers des solutions qui leur permettent de dépasser ces obstacles, c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Et bénéfique. Exactement. Et alors du coup, dans la deuxième partie du document, qui cette fois est pensée pour les élèves,
Alors que peut-être les collègues parfois nous disent un peu lourd, un peu long, mais en même temps, voilà, il faut le prendre tel qu'il est et aller piocher peut-être qu'il peut évoluer à droite, à gauche. au gré de son Exactement. utilisation, ce guide en plus. Exactement. Donc, une première partie sur qu'est-ce que l'IA peut faire. Donc, vraiment, là, on s'adresse à l'élève. Hein. Qu'est-ce que l'IA peut faire pour t'aider dans tes devoirs. Donc, par exemple, t'aider à vérifier ta compréhension, t'aider à mémoriser. Mais on voit bien que c'est de l'aide pour. Et pas... C'est pas à la place de. Exactement. Et puis, un soutien à certains processus exactement. De consolidation, de mémorisation, de compréhension. Ouais. Et donc, ce que l'IA ne peut pas faire, elle ne peut pas mémoriser à ta place, elle ne peut pas faire à ta place. Mais surtout, ce qu'on a mis en avant, c'est l'IA ne doit pas remplacer les interactions humaines et l'IA ne doit pas décider à ta place. Ouais. Donc, on rappelle bien l'importance de la décision finale qui revient aux individus et des interactions humaines. Et alors ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a demandé aux élèves s'ils utilisaient l'IA plutôt seuls ou plutôt avec d'autres gens. Et pour l'instant, ils l'utilisent plutôt seuls. Ok. Et donc, je pense qu'il y a des usages à développer où on se dit, on va faire un petit groupe de travail, 2, 3 élèves et une IA. Donc, favoriser l'apprentissage entre pairs. Collaboratif. Et l'IA, c'est un outil, une partie de la réflexion. Exactement. Qu'on va interroger ensemble et qui va permettre au sein d'une activité. Ça, je pense que ce serait effectivement pertinent. Ouais. Ensuite, on a fait une petite partie sur comment faire un prompt, parce que ça, c'est vraiment important, voilà, même si on a essayé de faire quelque chose de très léger. Et après, en fonction des objectifs d'apprentissage, on a essayé de montrer aux élèves comment on pouvait interroger les IA. Et donc, si mon objectif, c'est de mémoriser les essentiels d'un cours, si c'est de vérifier la compréhension, si c'est de transférer un concept dans un nouvel exemple, si c'est d'automatiser, etc., en fait, je ne vais pas poser les mêmes questions à l'IA. Et donc, c'est là qu'intervient ou qu'arrive, en fait, l'utilisation autonome pertinente. C'est que pour interroger l'IA de manière pertinente, je dois avoir conscience de mon besoin d'apprentissage pour pouvoir l'interroger de manière efficace. Oui, il y a tout un cheminement de pensée à avoir sur le pourquoi, à quel moment ça fait sens, qu'est-ce que j'en retire. Exactement. Et pour en revenir à ce qu'on disait sur la métacognition tout à l'heure, c'est long. Oui. Et ça s'accompagne. Et surtout, ça s'accompagne. Exactement, ça s'accompagne. Et c'est vrai que les IA, on peut aujourd'hui leur donner un BO et sur le BO dire, je voudrais la liste des essentiels, je voudrais, etc. Alors, les élèves, dans leur pratique, ils nous disent qu'ils prennent en photo leurs cours et ils mettent les photos dans les IA. Alors, ils n'ont pas le droit de le faire sans l'autorisation du collègue. Donc, c'est vrai que si les collègues autorisent, c'est mieux, c'est plus confortable pour les élèves. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux collégiens ou aux lycéens des ateliers au sein de l'établissement pour apprendre à utiliser correctement les IA, voire commencer à utiliser ensemble. Parce qu'en fait, quand on accompagne des groupes d'élèves comme ça, on voit très bien qu'ils vont interroger l'IA. Et puis, nous, en tant qu'adultes, ayant testé aussi des IA, on peut les aider en disant, essaye de formuler plutôt comme ci, comme ça. Et ce qu'on a testé aussi, et ça c'est vrai que c'était assez étonnant, c'est de donner les copies à une IA, non pas pour qu'elle la corrige, mais pour que l'élève puisse demander des pistes de progrès. Et c'est vrai que, sur les exemples qu'on a testés, c'est satisfaisant. C'est assez intéressant. Et du côté des enseignants, quels usages pertinents et utiles l'intelligence artificielle peut-elle véritablement permettre ? Et que sait-on formuler pour le moment comme recommandations pratiques pour les aider ? Voici quelques éléments de réponse par Clémence, Adeline et Séverine sur cette question. La réflexion autour de ces outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est vraiment sur la combinaison entre ce qu'apporte l'intelligence artificielle et ce qu'apporte l'intelligence de l'enseignant dans sa pratique, en ayant conscience aussi qu'il y a des situations, on va se demander dans quelle situation est-ce que l'intelligence artificielle est utile et dans quelle situation est-ce qu'elle n'est pas utile. Donc, la démarche, ça va être vraiment de s'interroger par rapport à ça, de réfléchir à toutes les barrières qui peuvent exister dans le travail de l'enseignant pour essayer de voir comment est-ce que ces outils peuvent y répondre. Si on prend la dernière étude de Thalys en 2025, on voit que la France est la dernière de l'OCDE en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle chez les enseignants.
Et ça, moi, ça me pose quand même question parce que je me dis comment se fait-il que que la moyenne de l'OCDE, elle soit plutôt sur un taux d'utilisation, alors si mes souvenirs sont bons, mais je peux vérifier, je crois que c'est 36%, et qu'en France, on soit à moins de 20% des enseignants qui utilisent fréquemment l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut soutenir les enseignants dans leur pratique professionnelle? Notamment une question qui me semble très importante, c'est celle de la répartition du temps de travail des enseignants. C'est-à-dire on a tous un temps limité dans notre journée, un temps limité pendant lequel on travaille, et comment est-ce qu'on fait pour que ce temps-là soit le mieux utilisé pour permettre aux élèves d'apprendre au mieux, d'être le plus à l'aise à l'école, d'être motivés, etc. Et donc les interrogations qu'il y a de plus en plus en ce moment, c'est sur justement comment est-ce que ces outils peuvent venir aider les enseignants, éventuellement prendre en charge des tâches les moins expertes, des tâches administratives ou des tâches de correction assez basiques, pour que les enseignants, qui sont eux les experts, puissent se concentrer sur des tâches nécessitant leur expertise, comme celle de la gestion des élèves à besoins particuliers ou d'autres types de tâches. Donc on va vraiment se demander comment est-ce que les enseignants intègrent ces outils dans leur pratique et comment est-ce que derrière ça peut faire évoluer les résultats des élèves. Et je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment écho aux résultats de Thalys qui ont été publiés récemment. Les enseignants français sont ceux qui utilisent le moins les outils d'intelligence artificielle dans les pays qui étaient enquêtés. Ça interroge quand même sur des opportunités qui pourraient être ratées. Donc ça invite d'autant plus à s'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait potentiellement tirer profit de cet outil en s'interrogeant sur est-ce que vraiment ça a une plus-value. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner des projets dans les établissements pour faire avec les élèves. Il y a un groupe, là, en histoire-géographie, je sais que leur projet, un des projets pour l'année, c'est de voir est-ce qu'ils peuvent décliner les propositions de requêtes ou d'interaction avec l'IA qu'on a formulées ici de manière très générale, est-ce qu'ils peuvent le décliner dans leur discipline. L'IA remet un peu au devant de la scène des questions qu'on se posait moins, je trouve, et en particulier la question des devoirs à la maison. Et on travaille beaucoup depuis le début de l'année avec des intervenants dans les dispositifs devoirs faits, que ce soit des professeurs, des AED, des CPE. Et on sent que vraiment cette question des devoirs, elle est revenue de manière très forte. Et on a parfois des collègues qui peuvent avoir la tentation de dire, parce que les élèves ont maintenant des IA, je vais arrêter de donner des devoirs à la maison. Donc là, on sort les recherches scientifiques sur l'importance des devoirs, et en particulier sur le Teaching and Learning Toolkit, il y a une ligne sur les devoirs où on voit que les recherches scientifiques sur cette question sont encore peu nombreuses en termes de robustesse. Il n'y a qu'un seul cadenas, donc c'est un niveau pas très élevé. En termes d'effet, donc eux, ils mesurent en nombre de mois gagnés, on est à plus 5 mois. C'est loin d'être négligeable. Ouais. Puisque l'effet le plus fort, c'est plus 8 pour justement les stratégies métacognitives. Et donc, on rappelle le fait que les devoirs à la maison, surtout dans le second degré, sont très importants pour les apprentissages. Parce qu'on a besoin de ces moments de réactivation, de répétition, de distance. Le fait de refaire, d'avoir des nuits de repos entre l'importance des nuits, voilà. Et donc, du coup, on redit que c'est important de donner des devoirs à la maison et que les devoirs à la maison, c'est pas occupationnel. On a parfois aussi des réflexions sur, ok, s'ils ont des IA, on va essayer d'imaginer des devoirs où ils ne peuvent pas utiliser les IA. Et on peut parfois se retrouver face à des devoirs qui font peut-être pas toujours sens. Donc, il ne faut pas oublier que les devoirs, ils sont là au service des apprentissages, pour des apprentissages fondamentaux. Pédagogique. Tout à fait. Et que peut-être que l'IA, elle peut être utilisée pour ça. Finalement, cette question de l'articulation entre le geste pédagogique et l'intelligence artificielle se pose avec l'usage du numérique en général, comme le souligne Séverine Erel. L'étayage numérique peut être intéressant, obtenir des feedbacks par un environnement numérique peut être intéressant, mais une des meilleures formes d'étayage que l'on peut avoir avec un outil numérique, c'est l'enseignant. Et c'est là où en fait il faut qu'il aussi prenne sa place
pour aider et soutenir dans les séquences d'apprentissage. Et c'est pas l'enseignant versus le numérique, c'est l'enseignant avec le numérique. Et c'est pour ça que pour moi, il y a des vrais besoins de formation et de réflexion sur comment eux, ils peuvent s'approprier cet outil-là, déjà pour expliquer aux jeunes que ça fait pas tout, et ensuite eux pour proposer des séquences d'apprentissage qui soient réellement adaptées et aussi éventuellement se libérer de certaines tâches. Comme vous avez pu le voir, à travers ces échanges, on sent à la fois une grande prudence face aux promesses parfois trop rapides de l'intelligence artificielle, en même temps une vraie envie d'explorer, à condition de se donner les moyens de mesurer les effets avec des méthodes scientifiques robustes. L'objectif final doit rester le même, chercher à faire de l'innovation pédagogique au service de la montée en compétences des enseignants et formateurs et surtout de la réussite de tous les apprenants. C'est cette approche que j'ai particulièrement appréciée dans mes échanges avec ces 3 personnes. Une posture de test and learn, le fait de se poser les bonnes questions, d'y répondre progressivement, sans s'interdire d'explorer, d'expérimenter sur le terrain avec des élèves et des enseignants. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que cet échange vous aura permis de prendre du recul, de nourrir votre réflexion et peut-être aussi de vous poser de nouvelles questions sur l'usage de l'intelligence artificielle à visée pédagogique. Moi, ce que je retiens particulièrement, c'est que les bénéfices de l'IA dépendent grandement des usages que l'on en fait, du cadre que l'on pose et surtout de notre capacité à articuler innovation, recherche et pratique de terrain. Un immense merci à Adeline André, Clémence Lobu et Séverine Erel pour la richesse de leurs analyses, leur honnêteté intellectuelle et leur regard à la fois critique et constructif sur ces enjeux complexes. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast Apprentissage et pratique éclairée et à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, toujours à la croisée de la recherche et du terrain. D'ici là, prenez soin de vos pratiques et de vos apprentissages. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Apprentissage et pratique éclairée. Ce podcast fait partie des actions de sensibilisation portées par Cogix dans le cadre du projet Siconum, soutenu par l'État, dans le programme France 2030 opéré par la Caisse des dépôts. Le projet Siconum, qui réunit 17 partenaires, dont l'agence Cogix, vise à intégrer les apports des sciences cognitives dans l'éducation numérique afin d'améliorer les méthodes d'enseignement et les outils d'apprentissage. Cogix est une agence de conseil et de formation qui mobilise les sciences cognitives pour adapter le travail au fonctionnement humain. Elle accompagne les organisations en s'appuyant sur la compréhension des mécanismes cognitifs et sociaux pour améliorer la qualité de vie au travail. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour découvrir les prochains épisodes.